Ouais, salut! Fait qu'aujourd'hui, on va répondre aux questions qui nous ont été posées au courant des vidéos, du début jusqu'à la fin de notre voyage. La première question était c'était qui le monsieur blond qui apparaît dans nos vidéos? Moi, c'est Tommy. C'est Tom qui a eu l'idée en premier, qui a pensé puis qui l'a dit haut et fort, qui voulait faire ce type de voyage-là. Alex, lui, ça faisait longtemps aussi qu'il rêvait de ça, mais... Il faisait rien. Il faisait rien. Non, mais... Moi, dans le fond, c'est un de mes bons amis, Sean, qui m'a parlé de ça à la job une journée. On parlait de ça qu'on voulait rêver de partir. Puis là, pas longtemps après, je pense une semaine après, je me suis acheté un Mistral 16. Puis j'ai fait ça pendant une saison, là, puis j'ai trippé. C'est ça que ça a décollé de là. Alex a tout de suite embarqué là, quand Tom lui a parlé de ça. Il a été très facile à convaincre. Là, après ça, c'était de convaincre moi puis Van. Ça n'a pas été si pire que ça quand même. C'est sûr qu'il y avait des inquiétudes Ouais. plus. Oui, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, mais là, quand il y a eu ce projet-là, c'était la même année que les copains là, faisaient leur voyage. Fait qu'on a gros suivi ça, puis on dirait que ça nous a rassurés là, que des jeunes qui partaient sans trop d'expérience, qui étaient capables de faire ce voyage-là. Bien, vu qu'on était les deux ensemble, là, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a dit « OK, go », là, parce que toute seule, je ne le sais pas, mais les deux ensemble, ça a rassuré beaucoup. Nous, dans le fond, le bateau, on n'a pas magasiné longtemps. Dans le fond, Tom, il regardait sur des sites là, sur Facebook de vente de bateaux. Puis on est allé en voir un à Québec, le premier qu'on est allé voir, puis ça n'a pas marché. Puis le deuxième, ça a été suite d'un coup de foudre. On l'a acheté à North Hero au Vermont, sur le lac Champlain, là, proche des lignes là, quand même. C'était pas si loin. Nous autres, ça n'a pas trop été compliqué, vu qu'on connaissait rien là-dedans, puis c'est vrai, vu qu'on connaissait rien là-dedans, on s'est dit on va acheter le même bateau, fait que si on a les mêmes bateaux, on va avoir les mêmes problèmes, fait que, puis pour vrai, ça a payé, on roulait à la même vitesse, on avait plus ou moins les mêmes problèmes, on avait des pièces de rechange. Ouais. De rechange pour les deux bateaux. Fait que ça nous a aidé pas mal dans... Aussi, on l'a acheté sur le lac Champlain à Plattsburgh. Puis dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent du lac Champlain. Fait que c'était quand même stratégique un peu de l'acheter là. Puis c'était surtout parce qu'au Québec, bien, il y a des beaux plans d'eau pour faire de la voile, mais rien d'immense, si on peut dire, excepté le fleuve. Fait que c'était quand même intéressant d'aller sur le lac. On pouvait y aller à chaque fin de semaine, puis se pratiquer aussi sur ce plan d'eau-là. Moi, j'ai eu une saison sur un petit 16 pieds sur des lacs au Québec. Ça a été juste assez pour comprendre comment que ça se manœuvrait, mais c'est assez similaire, un 30 pieds et un 16, c'est juste moins go-kart si on veut. C'est comme ça qu'on a appris. Un an, mettons, avec le 16 pieds, puis... 2 saisons avec le 30 pieds sur le lac. C'était la même affaire pour nous autres. On a pas mal appris à naviguer avec la machine dans les mains. T'sais. On a appris sur le tas. Fait que t'ouvres les voiles, tu vois comment que le bateau réagit. Souvent, au début, je me rappelle la première fois qu'on l'avait pris, on avait tout voir les voiles, puis il y a une rafale à, je sais pas, 20 nœuds. Puis le bateau, il a couché, puis il a capsaisé. Puis j'ai pleuré. Puis il a pleuré. Ça, c'était notre première expérience en voile. Fait que ça a bien commencé. J'ai déjà fait peur, tu sais. Mais c'était bien involontaire de ma part. C'est juste que je connaissais pas ça. Les cours qu'on a fait avant de partir, on a fait navigation 1, 2, 3 avec l'escadrille canadienne. Puis on voulait faire météo, mais COVID a pogné. Puis là, ça faisait plus de cours
VHF aussi. C'est tout. Tommy et moi, nous venons, on vient de Drummond, nous. Ouais, Les les autres, sœurs. on vient de Drummond. Sauf que moi et Tommy, on habitait à Granby. Puis moi puis Alex, on habite encore à Drummondville. J'ai 31 ans, Tommy a 30, et Didi, t'as quel âge toi? 2 ans. 2 ans, Édouard. Alex, il a 30 ans, puis moi j'ai 28. Comme travail dans la vie, moi je suis éducatrice en enfance, puis Tommy, il est charpentier menuisier. Alex, il est plombier ou tuyauteur, je pense le bon mot. Tuyauteur commercial industriel, puis moi je suis travailleuse sociale au CLSC avec les personnes âgées. Dans le fond, nous, on a vendu la maison. Nous, on a loué la maison. Le travail, Tom puis Alex, eux, sont partis en bon terme. Moi, j'avais un sans solde d'1 an. Ouais. Moi, j'avais un différé de 10 mois. Fait que, on a encore nos emplois pas mal tous assurés à notre tour. Ouais. Alors ça dépend vraiment de chaque et chacun. Chacune et chacun. Chacune et chacun. Nous, ça nous a pris 3 ans. 2 à 3 ans. 2 à 3 ans là, de préparation. C'est sûr que c'est pas à temps plein, c'était surtout l'été, Les fins de semaine. les fins de semaine. Puis nous, les bateaux, ils étaient pas accessibles facilement, fait qu'on y allait à toutes les fins de semaine, mais on pouvait pas vraiment travailler dessus la semaine. Fait que ça serait différent pour ceux qui l'auraient peut-être à proximité. Mais un bon 2-3 ans, je pense que c'est assez réaliste. Mais tu sais, il y en a qui l'ont acheté à la fin de la saison passée, puis sont partis avec, là. Ouais, Sans une grande préparation, puis ça a bien été. Fait que, puis il y en a qui vont préparer ça pendant 20 ans, puis ils partiront jamais. Fait que je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais dans notre cas, 2-3 ans, puis ça a permis aux gars, surtout là, de bien connaître le bateau de A à Z, puis ça nous a sauvé beaucoup de tracas, parce qu'on en a eu des pépins, ça c'est sûr qu'on allait en avoir, mais les gars trouvaient quand même facilement la source et la solution. C'est sûr que côté sacrifice, c'était peut-être plus, en fait, là, côté vie sociale, là, parce que pendant 2-3 ans, notre vie a été tournée vers ce projet-là. Tout notre temps libre, c'était pas mal par rapport à ça. Fait qu'on a moins vu notre famille, nos amis. Le plus gros sacrifice qu'il faut être prêt à faire pour faire ce voyage-là, c'est peut-être ça. Mon coup de cœur aux États-Unis, Sainte-Augustine. Mais j'ai Daytona aussi, mais là, on n'en parlera pas là-dedans. Alors, Sainte-Augustine, Daytona, c'est égalité. Ensuite, mon coup de cœur dans les Bahamas, je dirais les îles Euterra. Coup de cœur aux États-Unis, Sainte-Augustine, comme tout le monde. West Palm, puis Chesapeake, je sais que vous voulez en dire un, mais j'en ai dit 3. Dans les Bahamas aussi, c'est dur d'en dire juste un, mais ça serait Long Island, quand on est allé la journée au complet, là, le Blue Hole, les grottes, tout ça, le shrimp bowl, blabla. Voilà! Coup de cœur aux États-Unis, facile. Sainte-Augustine, bien sûr. C'était fou. Sinon, West Palm Beach, première eau turquoise, c'était le fun aussi. Aux Bahamas, je dirais Long Island aussi. La journée qu'on a eue là, quand on a pris une petite chasse, c'était fou. Le stacking pour la pêche, sinon, pour vrai, c'était fou. Corail et tout. C'était hot. Ma place préférée aux États-Unis, je dirais Sainte-Augustine. Comme tout le monde, là, on a eu du fun. Daytona aussi, c'était le fun. Ouais. C'était le fun aussi à New York. Puis aussi à West Palm. Mais aux Bahamas, je te dirais les stocking. C'était le fun de pêcher là. On aurait pu passer bien du temps là, mais on est parti à Georgetown. C'est pas grave, on a eu du fun à cette histoire. Mais sinon, là, j'ai bien aimé les îles Euterra. Quand on a fait notre journée là, avec des escales, puis on sautait dans l'eau, ça le fait. C'est où ta place préférée aux États-Unis? Ouais, le parc. PD, ta place préférée aux Bahamas, Aux c'était où? Bahamas, c'est... Il y a deux affaires à savoir. Être aux Bahamas puis être aux États-Unis.
Quand tu pars du lac Champlain, pas le droit d'Y-Valve, ça c'est interdit absolument. Les pistes puis les caca, tu les fais dans une teinte, puis il faut que tu ailles faire des pump-out. Ça veut dire que tu sais tout le jus que tu as produit. avec une pompe, puis ça coûte de l'argent. Puis tout au long de la descente, jusqu'à temps que tu arrives en mer, ou que tu puisses faire des sorties en mer, que tu sois aux États-Unis, là tu as le droit. Mais rendu aux États-Unis, il faut que le Y-Valve soit barré absolument. Puis quand tu es à 3000 des côtes et plus, là tu peux commencer à flusher dans l'océan. C'est pas vraiment de l'amour, mais c'est toutes des matières organiques, fait que y a pas vraiment de problème avec ça, ça se désagrège. Aussi, les États-Unis ont pas mal de marinas, puis à peu près dans toutes les marinas, tu peux faire un pump-out, ou t'en as des gratuits parfois. Ça, c'est plus rare, mais c'est quand même le fun. Ce qui est des Bahamas, pour les eaux noires, dans le fond, nous autres, on n'a pas une flush directement dehors sur notre système. Fait qu'on le flush dans notre tank, on l'accumulait jusqu'à temps qu'elle soit pleine, puis quand elle était pleine, on sortait en mer, puis on dompait directement dans l'eau. Puis c'est ça, les Bahamas, c'est des petites îles entourées d'océans, c'est pas comparable. C'est pas comparable aux États-Unis, des petits canaux que tu peux pas dropper ça dans. Ouais. C'est moins de réglementation, il y en a juste pas. Tu dompes dans l'océan, carrément. Ouais. Je crois pas qu'on ait vu de station de pump-out pour vider ta tank. Fait que si t'es pris avec pas d'Y-Valve, on n'a pas vu jamais de pump-out dans les marinas ou à quelques places au Bahamas. Nous autres, on est partis avec un système du lac, il n'y avait pas d'Y-Valve. Puis là, on a fait des pump-out tout le long de la côte est en descendant. Puis là, maintenant, on s'est dit, il va falloir qu'on se trouve quelque chose pour les Bahamas parce que c'est pas vrai qu'on va chercher les pump-out à toutes les fois. Puis, fait que là, ça prend absolument un Y-valve sur les bateaux quand tu vas aux Bahamas parce que sinon, tu vas être pris. Tu vas être dans la marde. Tu vas être dans la marde. Pour la gestion des déchets, les États-Unis, c'est facile. C'est comme au Québec. T'arrêtes à quelque part, il y a des poubelles à la grandeur. Bahamas, c'est pas mal plus compliqué. Ils n'ont pas de système de récupération des déchets. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font juste des gros feux avec tous les déchets qu'ils accumulent. Et c'est ça. Ils font tout brûler. Fait qu'on faisait pas mal la même affaire avec nos déchets. C'est soit qu'il y avait des places aux Bahamas, tu pouvais aller les jeter puis ils s'occupaient de les faire brûler pour toi. Ou sinon, tu trouvais un spot de feu puis tu faisais brûler tes affaires. C'est la réalité. C'est la réalité des Bahamas. Pour ce qui est de l'eau douce à bord, on a à peu près une capacité de 200 litres total. Puis aux États-Unis, on n'avait pas de problème, on pouvait en profiter, on ne regardait pas nos dépenses. On peut prendre des douches sans arrêt, puis tout à l'eau douce. Puis on trouve toujours des marinas qui ont de l'eau gratuite. Mais aux Bahamas, il fallait qu'on fasse plus attention parce que l'eau, elle se trouve pas partout. Souvent, elle était payante. Fait que on faisait attention à notre vaisselle. On prenait l'eau de mer souvent, on se lavait à l'eau de mer. Puis on les tirait nos tanks le plus possible. On faisait quasiment un mois avec toutes nos réserves. La douche, l'eau est rendue tellement chaude, puis le climat aussi chaud que, en tout cas, nous autres, c'est notre moyen le plus facile. Là. Tu sautes à l'eau, tu te savonnes, tu ressautes à l'eau, tu ressors, puis tu te fais juste te rincer pour ôter le sel. Puis après ça, ta douche est prise. C'est facile que ça, puis ça t'économise pas mal d'eau. Pas vraiment de préférence. Vous pouvez y aller avec... On a vu du 8 pieds là, qui ont fait les Bahamas. C'est juste qu'aux Bahamas, tu vas être vraiment limité dans les places que tu peux aller, puis où est-ce que tu peux naviguer. Mais il y a toute la descente aussi, que tu vas être limité. Tu vas devoir faire des gros sauts en mer fréquents. Là. Puis, dans le fond, l'idéal, c'est d'avoir un tirant d'eau qui est maximum 6 pieds. Si vous avez plus, regarde, ça se fait pareil. C'est juste que vous allez être limité. Puis, nous, on l'a fait à 5 et 3, puis Tommy à 3 et 10. Puis Tommy passait partout. Nous, on accrochait parfois à quelques places, mais
5 pieds 3, là, on n'a presque pas eu de problème. Là. Ouais. Ben, on n'a pas eu, dans le fond. Non, c'est ça, on a accroché, mais jamais fort ou... C'est du sable en plus, fait que tu restes pas pris là. Puis, en tout cas, c'est difficile selon les marées puis tout. Il y a plusieurs variantes, mais à 5 pieds 3, nous, ça l'a fait amplement. On était très à l'aise. Fait que ça se fait à 5 pieds 3 quand même facilement, mais il faut regarder les marées. Là. Tu peux pas t'en aller, par exemple, à l'aveuglette. Là. Il faut quand même que tu regardes tes affaires, que tu regardes tes cartes, que tu fasses attention aux endroits là, où c'est plus serré, tout ça. Mais ça se fait si tu fais tout ça. Là. Puis l'autre affaire qu'on pourrait rajouter, c'est que nous autres, d'un fois, on était dans les vagues, puis Tommy non, parce que lui, il pouvait aller plus proche des plages ou... souvent, les ancrages au Bahamas, c'est pas tout le temps protégé à 100% selon le vent. Puis tu peux aller te coller dans les petits trous qu'il y a dans les îles, juste pour te protéger du vent, puis bien dormir, en fait. Là. Pour les forfaits cellulaires, nous, on avait, avec nos compagnies respectives, des forfaits Canada-États-Unis. Pour vrai, ça a été compliqué. Là. À tous les mois, il fallait appeler nos compagnies, chacune, parce que ça marchait pas. Ils nous chargeaient des frais que c'était pas censé, puis c'était jamais le même montant. Puis, en tout cas, bref, on a vraiment eu des gros problèmes. Fait qu'à bien y penser, si on referait le voyage, on prendrait un forfait cellulaire bien normal de base là, avec nos compagnies et on s'achèterait un forfait États-Unis, comme juste une carte SIM là, que tu changes pour mettre dans un autre téléphone. Ça n'a pas rapport, là, les forfaits aux États-Unis, là, 50 $50 pour avoir des données limitées. Ici, quand que nous, on payait des 200-300, là. Mais, tu sais, ça, par exemple, mettons 50 $, avoir des données limitées, il te faut un autre téléphone pour te faire un hotspot, un routeur avec Ouais. ça. Puis, ça comprend pas, par exemple, de ligne téléphonique, là. Mais nous, on n'avait pas besoin. Puis, tu sais, maintenant, avec Messenger, exemple, là, tu peux appeler pas mal tout ton monde. Puis, si tu as des appels vraiment importants à faire, il y a des applications qui te donnent des numéros de téléphone gratuits pour faire des appels, mettons, à l'international, au Canada ou autre. Fait avoir su tout ça, on aurait vraiment été avec cette option-là, on aurait économisé beaucoup d'argent. Bahamas, c'était l'affaire la plus simple du monde, là, vraiment. Il y a 2 compagnies principales, Alive puis BTC. T'arrives aux Bahamas, nous c'était aux Berries. À chaque île, il y a pas mal un représentant. Soit qui vient à la marina, soit qu'ils ont des bureaux, ça dépend. Là. Tu vas chercher dans le fond ta carte SIM que tu mets dans ton 3e ou 4e téléphone. Puis, ou tu peux acheter un routeur aussi si jamais tu n'en as pas de surplus. Puis c'est ça, nous on avait pris le forfait à 90 $, données illimitées, haute vitesse. Puis le réseau rentrait super bien. Là. Il y avait certains endroits là, dans le parc national, là, en tout cas, dans les Exumas, il y a comme peut-être 2 endroits là, qu'on pognait un petit peu moins, mais sinon on a eu du réseau à full pin partout. Fait que très 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 simple là, cette méthode-là, puis pas trop dispendieux. Ouh, bonne question. Moi, je vais avec le plus facile. En tout cas, on l'a fait. Là. Pilote automatique, c'est pas nécessaire, mais vous allez l'apprécier en période de gros temps. Puis vous allez faire des longues traversées. Il y en a qui le font en petite traversée, mais quand tu fais des longues traversées, le pilote automatique, c'est comme une 3e personne sur le bateau. Là. Il va gérer les vagues, il va gérer la conduite du bateau. Puis t'es pas obligé d'être en arrière de la barre. Fait que quand il fait froid ou qu'il mouille, ça te tente pas d'être en arrière. Ben, pilote automatique, ça s'en va droit. Puis vous allez. C'est sûr que c'est une grosse dépense, mais vous allez, je pense, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé que ça a pas valu la peine. C'était vraiment bénéfique pour notre voyage. Avec un enfant, une pilote automatique, c'est sûr. Van elle pouvait être avec Eddie pendant que moi je gérais le bateau. Je pouvais faire on, pilote, puis je fais ce que je veux. Je rends les voiles, puis tout ça. J'ai pas besoin de dire viens-t'en m'aider, puis tiens la barre, je vais faire ça, puis c'était très utile. Je dirais la tablette Navionic, une tablette avec Navionic dessus, c'est très utile. C'est ton GPS, ton meilleur ami, toute la descente. Tu peux prendre des Bahamas aussi. Tu peux faire tes routes le soir là-dessus dans le bateau, au chaud. Tu fais tous tes tracés, tu regardes tout. Ouais, c'était vraiment plus facile avec la tablette qu'avec un GPS, mettons Remarine. En tout cas, nous autres, on en a acheté un, puis je te dirais qu'on l'a checké 5% du temps, puis c'était même pas pour regarder les cartes, là, c'était pour
La Ok. température de l'eau. C'était pour la température de l'eau, tu sais. C'est con. Mais Fait que- Sonar Chart, la tablette, par Ouais. exemple. C'est Ouais. là la différence. Ouais, non, c'est ça. Si tu y vas en mode simplifié, tu vas voir, c'est moins, C'est pas assez précis. moins efficace, ouais, c'est pas assez précis. Avec Sonar Chart, tu vois toutes les profondeurs, tous les dénivelés, ça va bien. Nous autres, on a acheté le bateau, il n'y avait pas de frigidaire, il y avait juste une glacière. Puis on pensait pas d'en mettre un. Mais je pense que j'ai bien fait de mettre un frigidaire parce que des fois, on se disait, on serait en train de chercher de la glace en ce moment, tout le temps. Puis le frigidaire est très important, mais il faut qu'il vienne avec des panneaux solaires. C'est sûr que si tu descends du lac Champlain, vous allez vous faire prendre par le froid, tout dépendamment de la vitesse à laquelle vous le roulez. Mais chauffage, que ce soit Webasto, un petit chauffage au diesel ou un chauffage électrique avec une génératrice, c'est pas nécessaire, mais pour le confort à bord, ça va être le best. Une pompe en eau de mer, c'est important pour sauver de l'eau. Tu sais, l'eau de mer, carrément, c'était pas de l'eau de tes tanks. Fait que si t'as ça, ça va te sauver beaucoup de dépenses d'eau douce. L'énergie sur un bateau, c'est assez complexe. Faut que tu saches qu'est-ce que tu consommes premièrement. Puis après ça, là, tu vas pouvoir calculer le nombre de solaire qu'il te faut. Si tu veux pas trop de solaire, amener une génératrice, comme Tom a fait. Tu peux avoir plus de panneaux solaires. C'est sûr qu'être autonome en énergie, c'est le fun. Un gros un réservoir d'eau, hein. Ça, c'est ta banque de batterie. Ta consommation, c'est le trou que tu vas percer en dessous. C'est l'eau qui va sortir du réservoir. Puis les panneaux solaires, c'est l'eau qui va couler dedans. Fait qu'il faut que tu sois suffisant avec l'eau qui sort et l'eau qui rentre dans ton réservoir. Ouais. C'est Faut juste jamais de faire t'en l'équilibre de manquer. tout ça qui est plus touché. Tu le sais quand tu vis à bord pendant un an. Tu sais, si tu veux pas partir ton moteur tous les jours, le minimum que tu pourras avoir pour être autonome en énergie, c'est un frigidaire. Avec tous les appareils qu'on a aujourd'hui, téléphone, ces affaires-là, il te faudrait au minimum 300 watts de panneaux solaires, je crois. Facile. Là. Quand il fait soleil, c'est correct, ça rentre. Ouais. Mais aussitôt que tu prends une journée nuageuse, là, Ben, tu sais, faut que c'est ça. l'énergie rentre pas, ça descend. Ouais, c'est ça, c'est pas juste 300 watts de panneaux solaires, c'est aussi tes batteries le soir. Mhm. Tu sais, dans la journée, tu vas avoir du courant, mais il faut que tu ailles aussi une banque de batterie. C'est pas juste un panneau solaire de 300 watts, il faut que tu ailles assez d'ampères-heure pour subvenir aux besoins du frigidaire. Si tu fais charger des appareils, c'est sûr qu'il y a des moyens de sauver ta consommation d'énergie, mais si tu veux un minimum, il faut que tu ailles le frigidaire qui marche. Puis côté batterie, Tom, toi, t'avais des... AGM. Moi, j'avais des lithium, puis tu sais, c'est selon vos choix, là. Faites vos choix de batterie. Moi, j'ai payé un petit peu plus cher pour des batteries au lithium, mais j'étais satisfait avec ça. Puis Tom m'a payé pour des AGM, puis il était satisfait avec ça. Fait que ça dépend vraiment de la consommation que vous pensez faire, là. Faites vos recherches! Dans le prochain vidéo, c'est la partie 2 des questions. Pêche, argent, vie à bord avec un enfant et plus encore. N'hésitez pas à aimer la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer.